terriens du samedi. Avec nous ce soir, 6 super terriens. Gérard Jugnot, Isabelle Mergo, Bruno Solo, Dany Briand, Slimane et Laurent Baffy. Il est la moustache culte du cinéma français, Gérard Jugnot. Elle a le cheveu sur la langue le plus mythique de la scène française, Isabelle Mergo. Bruno Solo, bonsoir. Alors, est-ce que vous savez que l'anagramme de votre nom, c'est blouson d'or? C'est vrai? Dans mon livre. Je sais, c'est pas terrible. Ah, c'était dans ton bouquin, ça? Vous êtes venu tellement de fois dans cette émission que je sais plus quoi vous dire, en fait. Il a perdu la tête depuis qu'il a vu Suzette. Il a perdu la raison depuis qu'il a vu Suzon. Nous, on l'a perdu de vue depuis 4 ans. C'est notre tétéou de la semaine, c'est Dany Briand. Yes! Autre terrien invité ce soir, le vainqueur 2016 de The Voice, l'émission où les candidats vendent plus de disques que les jurés. C'est Slimane. En P2, après Alex Vizorek, nous accueillerons notre terrienne du samedi soir, Andrea Bescon. Elle cartonne avec son seul en scène, Les Chatouilles, l'histoire d'une petite fille violée par un ami de la famille. La petite fille, c'est elle. Tu connais l'histoire? Ah oui, je connais très bien le spectacle. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens. Le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag SLT. Et maintenant, voici mon CDD, Tom Villard. Bonsoir. Mon petit Tom. Ça va Thierry? Super. Thierry, ce soir, sur le plateau, 4 personnes sur 7 sont des grosses têtes. Et du coup, 3 sur 7 sont jeunes. On commence par celui qui a gagné The Voice il y a 1 an et demi. Et pourtant, on se rappelle encore de lui. C'est Monsieur Slimane. C'est vrai, ça. Slimane, ça veut dire paix en arabe. Voilà. Et Slimane, l'équivalent, c'est Salomon. Chez les Juifs, chez les Bretons et chez les skis alpins, c'est Salomon. Et Slimane, qui, selon une certaine presse, aurait refusé d'intégrer la troupe des Enfoirés. J'ai lu ça. Parce que t'as une autre association, et voilà. Alors qu'Amir, lui, a rejoint la bande des Enfoirés. C'est à cause peut-être de la phrase de Brice Hortefeux. Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Non, je parle des gagnants de The Voice, évidemment. Remarque, c'est con parce que entre toi, Amir et Kenji, il y a un arabe, un juif et un catho. Ça commence comme une blague des années 80. Faites un groupe, ça fait coexister 2. À mon avis, il y a moyen de faire du blé. Là, Excellent film. excellent film de Fabrice Eboué. Thierry, l'artiste suivant, il a démarré il y a 25 ans en perdant la tête à cause de Suzette, vous l'avez dit. Heureusement qu'elle s'appelait Brigitte, sinon il aurait perdu. Dany Briand, mesdames et messieurs. Alors, Thierry l'a dit, Briand, c'est pas votre vrai nom, hein, c'est le patron des trois maillets, c'est ça qui vous disait tous les soirs. Sois Briand, Dany. Heureusement que Isabelle a pas démarré là-bas, sinon elle s'appellerait Isabelle Articule, donc forcément c'est pas. Mais non, mais C'est bien. Et Dany qui a des faux airs d'Elvis, c'est vrai, un petit côté, bien regardez. sûr. Ah ouais. Il est à gauche, Ah ouais. en plus, Dany, donc c'est fort, c'est quand même... Non mais c'est fou, il vieillit pas, Dany, ça c'est incroyable, comme quoi, quand tu fais très tôt 40 ballets, au moins, il y a... Voilà, un Gérard. Et... Non mais c'est vrai, Dany, c'est incroyable, toujours, la petite tresse sur le côté, la chemise repassée, le costard impeccable, c'est comme un crooner, voilà, comme un croque-mort, enfin bon... Fan de Sinatra, je crois, surtout. Bien sûr. Voilà, Sinatra qui avait ses petites parts d'ombre et tout, et en regardant un peu les œuvres de Dany, on se rend compte qu'avec le recul, des fois, il y a des chansons qui sont un peu bizarres, un peu touchy, quoi. C'est par exemple, Oui, j'ai besoin de toi, extorsion d'argent. Il y a que les filles qui m'intéressent, c'est homophobe. Et elle dit non, hashtag balance ton brillant, donc vraiment, c'est dégueulasse. Le premier tube de Dany, c'est Suzette. Suzette en 91. Le pic de popularité du prénom Suzette, c'était 1931. En 91, elle avait déjà 60 ballets, Suzette. Sans déconner, depuis quand ça date cette passion des vieilles alors? C'était pour la rime. Il l'a torché au Grand Marnier avant de la baiser. Toujours mieux qu'au Kirsch.
Bon, Thierry, notre prochaine invitée, c'est la seule ce soir à pouvoir dire du premier coup, je suis passé chez Soch. Vous voyez, c'est une galère. C'est Isabelle Mergo, évidemment. Isabelle qui est venue avec Gérard Jugnot, voilà, évidemment, qui a fait chanter des enfants dans une chorale, mais lui, contrairement à d'autres, il s'est arrêté là. Et non, et là, vous avez fait tous les deux partie d'une bande, c'est vrai, vous, la bande à Ruquier, vous, la bande du Splendide, voilà, Gérard, c'est l'un des rares bronzés que les électeurs du FN aiment bien. Et là, ils sont tous les deux pour la pièce La raison d'aimer. Alors, sans dire le pitch, voilà, faut faire gaffe avec l'affiche parce que ça peut faire tout de suite pub Audica. Ça, c'est le petit... c'est vrai que ça fait... Thierry, pour terminer, comme Georges Clooney, il est très connu grâce au café, sauf que lui, c'est pas des capsules qu'il met, mais des cartouches. C'est Bruno Solo. Alors, la dernière fois, c'était le jour du drame. Voilà, vous m'aviez demandé de J'étais faire là. partir Robert Ménard et vous me demandez. Mais c'est moi qui l'ai demandé discrètement. Et tu as bien fait ton boulot. Non, mais c'est normal qu'il soit parti aussi. Yvan Le Bolloc, il avait une chemise normale, donc voilà. Bref, c'est. Ah, attendez, Thierry, juste un truc, si vous permettez, parce que j'ai retrouvé des. Il a joué Pierre Mendès France. Oui, bien sûr. Je sais pas si vous vous rappelez, je sais pas si on a la photo qui part dans l'écran, clac. Ah, Voilà, ça c'était extraordinaire. Merde. Il a fait beaucoup d'autres biopics, Bruno, mais on le sait moins. Il a fait Philippe Martinez de la CGT. Voilà. Pascal Obispo, évidemment. Voilà. Yvan Le Bolloc aussi, il a joué. Voilà, il y a un petit truc quand même. Jean-Luc Mélenchon jeune, ça c'est extraordinaire. Et ce qui est génial, Stevie Boulet, et ça c'est quand même très très fort. Bon, ok, bonne émission. Voilà, c'est les candidats. On se reverra ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur le site MyCanal. Et maintenant, mesdames, messieurs, nous passons à nos Théo top du top de la semaine. Ce soir, je reçois donc Isabelle Mergo et Gérard Jugnot, les deux stars de la pièce La raison d'aimer. Vous êtes ici donc pour faire ensemble la promo de la pièce. Oui, Oui, Faites tout à deux en ce moment. oui. c'est ça. C'est ça. C'est Oui, mais moi je vois à mon âge. Mais pourquoi tout faire ensemble comme ça? Pour que personne ne croit qu'il a le premier rôle, on doit tout faire pareil. Non, ben là, très bien. Très bien. Alors, Isabelle Mergo, Gérard Jugnot, bonsoir. Bonsoir Thierry. Vous êtes donc ensemble à l'affiche de la pièce La raison d'aimer au Théâtre des Nouveautés. Est-ce que vous pourriez nous faire le pitch de la pièce? C'est l'histoire d'un homme qui a épousé une fille beaucoup plus jeune que lui et qui croit qu'elle est amoureuse de lui. Alors qu'elle Mais le ton. Alors qu'elle en veut qu'à son argent. à son Et argent. sa conscience Et sa conscience. va venir lui parler pour l'aider à retrouver la raison. Retrouver la raison. Pourquoi est-ce qu'il faudrait aller voir cette pièce? Parce que c'est une pièce C'est formidable. Et que nous devrions de monter sur scène ensemble un jour. Ah oui. Que pensez-vous l'un de l'autre? Je Je pense que c'est quelqu'un d'exceptionnel. d'exceptionnel. Et c'est un plaisir de jouer ensemble. avec. Si vous deviez dire un mot aux millions de téléspectateurs qui nous regardent tous les samedis, que leur diriez-vous pour qu'ils aillent voir cette pièce? C'est une pièce originale avec deux grands acteurs au sommet de leur art et qui posent de vraies questions essentielles, Oui. l'amour, L'argent, et qui est très drôle. qui est très drôle. C'est vrai. Alors, entre nous, qui est la vraie star de la pièce? C'est C'est elle. moi. Alors, La raison d'aimer, une pièce d'Isabelle Mergo, non pas mise en scène,
mise en espace. En espace, oui. Parce que la mise en scène, je ne vais pas dire à Isabelle Mergo comment elle doit jouer, donc on peut parler de mise en espace. Mise en espace, ouais, enfin, Espace, ça fait bien, ça fait théâtre public. Ça fait théâtre de qualité, c'est un Théâtre subventionné. C'est un pauvre vaudeville que j'ai essayé de remonter. Voilà, oui, c'est un mauvais texte. Alors, mise en espace de Gérard Jugnot, avec en plus Anne-Sophie Germanas, Philippe Beglia. C'est au Théâtre des Nouveautés. Alors, le pitch, évidemment, Gérard, vous venez On vient de d'épouser le dire. une jeune femme de 29 ans, votre cadette. 30. Non, mais ça, c'est dans la vraie vie, ça. Oui. Il mélange tout. Tu veux une soupe? Vous ne voyez pas qu'elle en veut à votre argent. Et là, votre raison débarque pour vous ouvrir les yeux. Et la raison, oui, je sais, c'est difficile à croire. La raison, c'est Isabelle Mergo. Eh oui. Vous êtes la raison, vous. Et oui, je le conseille bien, même si je vrille un petit peu et que je suis en fait jalouse oui. de l'amour Eh qu'il oui. a pour elle. Elle est jalouse du cœur. Et là commence une battle entre le cœur et la raison. Va-t-elle vous convaincre de refuser finalement l'amour ou le pseudo-amour de cette jeune fille? C'est du boulevard, mais aussi une tonalité un peu douce amère à la fin quand même, quoi. C'est pas, c'est pas juste de la blague. Il y a du cœur, comme Voilà. tout ce qu'écrit Isabelle. Je trouve Oui. Isabelle, elle écrit à la fois des choses extrêmement drôles, et en même temps, derrière, quand le masque tombe, on voit des petites... Mais elle aime pas qu'on le dise, ça. Elle déteste ça. De toute façon, en règle générale, j'aime pas rien. qu'on parle, J'aime rien. de moi. Non, j'aime Elle bien m'a parler dit, c'est la des dernière autres. fois que je fais de la Ah ouais. promo. C'est la dernière fois que je fais de la télé. Et elle t'a choisi toi, Thierry, pour sa dernière émission. Non, mais la prochaine fois, elle va revenir parce que nous, on a des relations qui n'ont rien à voir avec les autres. Je sais. Mais non, ça n'a rien à voir ça, par rapport à son physique. Alors qu'il Non, est je ne veux magnifique. plus paraître. Regarde-toi Je veux comme plus t'es belle, paraître, regarde-toi. mais arrête. Une question, Isabelle. La raison est-elle forcément féminine? Non, pas forcément. Non. Mais j'avais envie de le jouer. Alors, Sinon, c'est leur raison. L'oraison funèbre. Ouais. En tout cas, j'imagine que l'idée d'une femme qui vient en permanence vous dire ce que vous devez faire, pour beaucoup d'hommes, ça s'appelle le mariage. Oui. Alors, il y a un truc que je comprends pas dans la pièce. Vous croyez vraiment que la raison d'un mec de 66 ans lui dirait de ne pas coucher avec une fille de 30 ans? De moins que lui. Non, il lui dit pas ça, il dit, méfie-toi, elle veut te tuer. Oui, mais méfie-toi, Ouais. c'est peut-être pas pour les bonnes raisons qu'il est avec toi. Elle veut bien. Moi je m'en fous qu'il couche avec. Mais. Non, elle est jalouse. Oui, je suis un petit peu jalouse, mais voilà, je lui ouvre les yeux, c'est tout. Parce que la raison n'a pas de sexe, c'est comme Ouais. les anges. D'ailleurs, Gérard, on y arrive. Ah oui, Gérard, un Gérard, mariage vous venez d'amour. d'épouser une jeune femme qui a 30 ans de moins que vous. Est-ce que quand vous avez lu la pièce, est-ce que vous avez tiqué? Est-ce que vous avez dit non mais c'est Non, incroyable? mais c'est tellement pas ma vie. Non, c'est vrai, je suis extrêmement heureux. Et cette femme. Ah oui, d'accord, ça n'a rien à voir avec une votre vraie droiteur vie, quoi. absolue. Ah non, ça n'a rien. Ah, rien du tout, d'accord. Enfin, c'est vrai qu'elle est un peu inquiète. Ouais, vous n'êtes pas dit, par exemple, que Isabelle était en train d'essayer de vous faire passer un message, par exemple. Non. Et pourtant. Pourquoi vous ne lui avez pas dit directement? C'était la peine de faire une pièce pour lui dire ça? Bah oui, parce qu'en même temps, je gagne de l'argent. Ah, Voilà, oui, d'accord, c'est c'est normal. vrai. C'est dommage que vous n'ayez pas été la raison de Gérard Jugnot au moment des Bronzés 3. Pourquoi? Bah, vous lui auriez dit de ne pas faire le film. Et elle aurait eu tort parce qu'il y a des tas de choses formidables dans ce film. Et voilà. Je Prends le ça dans ta reverrai dans gueule, 20 ans. Ardisson. C'est un grand film crépusculaire. Voilà, et l'autre. Moi, j'ai adoré Aimer à n'en savoir que dire. La pièce est épatante, hein, mais... Épatante. Isabelle, épatante, j'adore ce mot. Ouais, et Isabelle est rigolote. Et rudement basse. Mais attendez, C'est poilant. C'est poilant, elle est basse. Isabelle Mergo qui donne des conseils d'amour, c'est un peu la science-fiction quand même. Pourquoi pas? D'abord, Gérard, vous qui la connaissez bien, maintenant, vous la connaissez depuis longtemps, mais là, vous bossez avec elle, est-ce que vous comprenez pourquoi aucun homme n'a jamais laissé sa brosse à dents chez elle? parce qu'il se lave pas les dents. Allez. C'est peut-être que vous fréquentiez des gens qui n'avaient pas d'hygiène buccale. Mais peut-être. Ou qui n'en avaient plus. Mais j'ai jamais vécu avec quelqu'un. Voilà. mais c'est pas un reproche, Je suis hein. sûre qu'il y en a plein. Mais chez elle, il y a quand même des verres avec du stéradent pour les. Pour mes invités. Pour ses invités. Vous en êtes où alors? Chaque fois que vous venez, on fait un petit point, un petit bilan. Vous en êtes où là? Ah, là, je travaille beaucoup. Ah ouais, d'accord. Non, devant mon ordinateur, quoi. Ouais, non, parce que- j'ai pas de Attends, place pour de vie J'ai sexuelle. j'ai en ce appris un truc de ouf. moment. Oui, C'est que Laurent Ruquier... m'a demandé en mariage. Non, mais c'est dingue. Ouais. Il y a 2 hommes qui m'ont demandé en Il mariage. y a le Verrier.
Oui. Et tous les deux étaient bourrés. Ah, le ouais. lendemain. Le Verrier était bourré aussi. Ouais. Et Laurent aussi. Maître Verrier, il était. C'était un mec qui était Ah, c'est lui qui soufflé a soufflé dans le... Non. Laurent Ruquier. Oui, il a voulu m'épouser. On était dans une grande solitude, tous les deux. On était dans des déboires sentimentaux et il était un petit peu... moi aussi, on avait un peu picolé. Et je lui ai dit d'accord. Et le lendemain matin, Il a baisé Christine Bravo, comme quoi. Non. On est restés chacun... alors, on est rentrés chacun chez soi. Et puis, le lendemain, moi j'avais dégrisé, mais j'étais d'accord. Elle a été choisir une robe. Et je l'ai appelé, je dis bon, alors écoute, d'accord. Il me dit, attends, il faut réfléchir. On s'est emballé un peu vite. C'est là parce que j'ai joué Une nuit d'ivresse avec Isabelle Mergo. On a joué un extrait de Nuit d'ivresse pour une soirée spéciale qu'avait fait Palmade. C'est cette histoire-là, en fait, quand on a joué Nuit d'ivresse ensemble. Mais oui, c'est un truc que tu avais c'est vrai que ça me poursuit. Mais oui, tu as raison. Ouais, c'est fou. Les grosses têtes. Alors, il y a un truc qui m'a fait marrer récemment. Dans les grosses têtes, on regarde. Vous avez l'air en colère contre Laurent Baffy, Isabelle Mergo. Je ne boirai plus jamais un coup avec lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a Ce fait? matin, j'ai pris un café avec lui et puis... Avant l'émission? Ouais, et puis il est parti et puis de loin, il m'a dit « Merci pour la pipe !» Laurent, pourquoi tu fais ça? Parce qu'il est classe. Si on peut pas faire chier ses potes, on va faire chier qui, quoi? Elle était rouge de honte. Ah ouais. Mais tu étais déjà dans la rue. J'ai hurlé ça dans la rue. Moi, j'étais à la terrasse toute seule et il me dit ça de très loin. Ah non. Non, mais attends. Ah non, c'est Mais fini Isabelle- entre... Non, terminé. Alors, tant qu'on est dans les archives, j'en ai une autre. C'est Junio et Baffy, mais il y a beaucoup plus longtemps. Ta plus grosse perte? Oh, c'est... C'est les cheveux. Là, Gérard, vengez-vous. Faut jamais se foutre de la gueule des chauves. Vengez-vous, La vie Gérard. s'en charge. Là, Alors, vous savez, la grandeur, c'est le moment d'en profiter, là. Non, je suis Au-dessus de ça. au-dessus de ça. Il y a une soupe. Quand j'étais petit, il y avait cette phrase quand on disait le train de ta connerie, il roule sur les rails de mon indifférence et s'arrête à la gare de mon mépris. Ah. Alors, Gérard, vous êtes devenu... Chauve. Oui, ça, il y a longtemps. Non, Laurent vous a rattrapé. Vous êtes devenu une star à la mode, puisque ça y est, vous êtes invité au défilé de la Fashion Week Oh là là. en compagnie de Patricia. Et ici, nous voyons notre ami Gérard Jugnot chez Jean-Paul. Ben oui, j'aime beaucoup ça. Jean-Paul, Gaultier. bien sûr. Voilà, donc voilà, vous voyez. Ben oui. Patricia a changé votre vie. Quand je pense que... Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Ce qui me fout, c'est que je suis heureux pour vous, en vérité. Ben, vous Parce avez- que je me souviens avant, au réveillon 2013, quand vous étiez chez François Hollande, avec Valérie Trierweiler. On a une photo, d'ailleurs, de ce réveillon. Voilà. Quelle vie. Absolument. Alors vous, Isabelle, en revanche, vous dites... En revanche, ça part. En revanche, A contrario... alors, en revanche, je me fais très peur. Moi, je vous vais jamais dites- dans En les revanche, défilés, c'est tout populaire et Emmaüs. Non, mais vous dites ma vie est On d'une... vous a vu seul défiler. Ma vie est d'une platitude effarante. Ouais. La seule chose vraiment importante qui me soit arrivée depuis longtemps, C'est la pipe de Laurent Baffy. m'être engueulé avec l'épicier parce que les tomates étaient trop chères. Oui, il m'arrive rien. Je suis pas du tout passionnante. Pour essayer de vous aider, on va faire une interview qui a fait ses preuves. Une Écoute-moi, que tu aies le sens du rythme, d'accord. Mais suis-le. Alors, on va faire une interview qui a fait ses preuves. C'est une classique, en fait. C'est l'interview Alerte Rose, classique. Alors, Isabelle Mergo, est-ce que vous avez besoin d'aimer pour faire l'amour ou faire l'amour pour aimer? Aimer pour faire l'amour. Je suis une amoureuse. Quelle est vous votre savez. première pensée quand vous vous trouvez en face d'un homme séduisant?
pourvu que je lui plaise. En face, hein, pas à côté. Ouais. Pas en levrette, quoi. Alors, Alors, c'est le dommage. vrai, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'est pas obligé de sourire. Hein. Quel est pour vous, Isabelle Mergo, le lieu idéal pour une étreinte? Mais le lit, moi, je suis d'un classique. Ah ouais, on me parce met sur le bord du lit, déjà, je trouve que je perds mes repères, là. Ah ça ouais, va, le lit, ah ouais, le ça va lit. trop loin, Quel est l'endroit où vous seriez incapable de faire l'amour? s'il y a du monde autour. Ah ouais, là, donc Oh là, non, maintenant. te bloque pas avec ça. Non, je te jure, essaye-le une fois. Faites comme Darmanin, allez aux chandelles. Est-ce que vous préférez un homme qui baise bien, mais qui est infidèle, ou un homme qui baise mal, mais qui est fidèle? J'ai un homme qui baise, elle va prendre. Est-ce que vous préférez un homme qui baise bien, mais qui est moche, ou un homme qui baise mal, mais qui est beau? Qui baise bien et qui est moche, mais de toute façon, j'éteins tout sur la lumière. Ah ouais. Alors, Oui, pourquoi d'accord, pas. vous en foutez en fait. Ouais. Est-ce que vous préférez draguer ou vous faire draguer? Je préfère draguer. Est-ce que vous préférez larguer ou faire larguer? Me faire larguer. Larguer, je sais pas. Ah, bah je voilà. sais pas. Je suis trop gentille, alors j'accumule. Ouais, ça explose jamais. Je n'ose pas dire. Je suis très lâche. Je suis ouais. très lâche. Est-ce que vous préférez que votre homme couche avec vous en pensant à une autre, ou couche avec une autre en pensant à vous? Couche cérébral, avec une autre en pensant à moi. D'accord. Est-ce que vous préférez regarder votre homme faire l'amour avec une autre, ou faire l'amour avec un autre pendant que votre mec vous regarde? Oh là là là. Mais Gérard, ça te file des idées, moi. Là, t'as mis ça Mais rose, c'est quoi interview rose, donc. Ah, mais je pourrais ni l'un ni l'autre. Non, mais attends, il faut que tu mettes du tien aussi, parce que sinon, ça va durer des heures. est-ce que vous Fais-toi pouvez- niquer par qui tu veux, comme tu veux, mais tu réponds. Est-ce Est-ce que vous pouvez préférer prendre un petit déjeuner en chemise de nuit dans un jardin avec le cousin de votre beau-frère, ou est-ce que vous préférez manger de la choucroute avec votre tante Adèle? Gérard Jugnot, il a tout compris. Est-ce que pour vous, Isabelle Mergo, embrasser, c'est tromper? Oula. Ah oui. Ah oui. Bah Si vous oui. roulez une pelle à Dany, par exemple. Ce serait tromper la personne avec qui je suis, mais je suis Mais vous, une comme vous êtes là, personne, alors, voilà. Non, mon chouchou, c'est Laurent. Mon chouchou, c'est Laurent. Ah, Laurent! On baiserait peut-être pas bien, mais on se marrerait, quoi. Ah, mais ça, c'est sûr. Je n'ai pas d'amis pour toi. Non, pas d'autre. Et maintenant, on passe à la battle des idées. You shut me down, baby. I ain't from baby. So baby, my baby shut me down. You shut me down, baby. Et c'est Marianne Durano qui publie Mon corps ne vous appartient pas chez Albin Michel que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Battle de ce soir, la procréation est-elle un marché comme les autres? Aujourd'hui en France, une femme n'a pas le droit de bénéficier des techniques de procréation médicalement assistée si elle n'est pas mariée avec un homme. Macron trouve ça ringard. Le président, c'est bébé. Selon lui, les femmes célibataires et les couples de lesbiennes doivent elles aussi avoir accès à la PMA. Si cette loi est votée, il n'y aura plus besoin de père pour faire un enfant. Il suffira d'un donneur de sperme anonyme. Elle a choisi le père en scientifique. Pour ses gènes, son signe astrologie. Elle a fait un bébé toute seule. Mais le paradoxe de cette réforme, c'est qu'elle prévoit d'autoriser ce qui existe déjà. En effet, même si c'est illégal chez nous, n'importe quelle Française peut se payer une PMA dans une clinique privée à l'étranger, à condition d'avoir les moyens. Si Marlène Schiappa souhaite que la PMA devienne gratuite pour toutes les Françaises, c'est donc pour aider les pauvres. Je vais vous dire, c'est une question de justice sociale. Parce qu'actuellement, on constate qu'il y a des femmes qui sont en France, qui ont les moyens d'aller à l'étranger faire une PMA, et des femmes qui sont en France qui n'ont pas les moyens d'aller à l'étranger faire une PMA. Le problème, c'est qu'en France, il y a une pénurie de sperme et d'ovules. Comme il est interdit de payer les donneurs, on a du mal à trouver des bénévoles. Pour éviter d'attendre plusieurs années, c'est donc plus rapide d'acheter du sperme à l'étranger. Ainsi, la plus grande banque de sperme au monde, Cryos, se trouve au Danemark. Un peu comme au supermarché, on peut choisir la couleur de la peau, des yeux et des cheveux du donneur, sa taille, son niveau d'études, son profil psychologique. Mais comme c'est une société privée, lorsqu'un produit ne plaît pas au client, on le retire des rayons. Par exemple, Cryos n'accepte plus les donneurs roux parce que leur sperme ne se vendait pas. Forcément, quand la loi du marché s'applique à la procréation,
ça tourne vite à l'eugénisme. De nos jours, la loi est à la remorque des progrès de la science. Alors si aujourd'hui on autorise la PMA, qui permet aux femmes d'avoir un enfant sans s'encombrer d'un père, demain, pourquoi ne pas autoriser la gestation pour autrui, qui permettrait aux hommes d'avoir des enfants sans s'embarrasser d'une mère? Si la science le permet, comment la loi pourrait-elle l'interdire? Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Marianne Durano, bonsoir. Vous êtes normalienne, agrégée de philo, et vous publiez chez Albin Michel « Mon corps ne vous appartient pas ». Bienvenue parmi nous, Marianne. Fin 2017, Marlène Schiappa a annoncé que les femmes célibataires et les couples lesbiens pourraient donc avoir accès à la procréation médicalement assistée. Pour elle, c'est une mesure de justice sociale parce que toutes les femmes n'ont pas les moyens d'aller, par exemple, en Espagne, dépenser 1 500 €. Et vous dites, ce ne sera plus uniquement un procédé médical destiné à pallier une déficience pathologique, mais une réponse à une demande sociétale. C'est-à-dire que là, maintenant, ça y est, c'est le marché de l'enfant, quoi. Déjà, par rapport à ce que dit Marlène Schiappa, c'est pas vrai. Maintenant, si on remplit un dossier d'entente préalable, on peut déjà actuellement se faire rembourser une PMA à l'étranger quand on n'a pas les moyens. Enfin, la Sécurité sociale prend en charge des PMA en Espagne ou en Belgique où les donneuses sont rémunérées. Donc c'est un peu faux ce que dit la secrétaire d'État. Ouais. Ensuite, effectivement, il faut qu'on se mette d'accord sur le rôle de la médecine. Est-ce que ça sert à soigner, donc à soigner des infertilités qui sont médicalement constatées? Est-ce que c'est un soin ou est-ce que c'est une prestation de service? Auquel cas, on change complètement de définition de la médecine. Et on voit mal, du coup, qu'est-ce qui empêchera, effectivement, ensuite, par la suite, des couples d'hommes d'avoir recours à une GPA, puisque la notion de maladie, d'infertilité médicale ne sera plus Non, pour vous, pertinente. la PMA, c'est la porte ouverte à la GPA. Bien sûr, et en fait, à partir du moment où on dit qu'il y a un droit à l'enfant, parce que c'est quand même la réalité, que l'enfant peut être un droit qu'on réclame, d'ailleurs c'est le mot droit qui introduisait votre reportage, on voit mal pourquoi est-ce qu'on priverait certains du droit qu'on donne à d'autres, et donc la logique du droit, évidemment, elle est infinie, c'est sûr. Vous dites PMA, GPA, le business plan est prêt. Donc pour vous, on amène en fait la procréation dans le marketing, dans le business, dans le commerce. On fait que de nous dire l'opinion est prête, c'est-à-dire qu'elle a été préparée grâce à des reportages, grâce à des émissions de télé. Petit à petit, on avance des pions et donc maintenant, politiquement, on estime que la PMA, c'est bon, c'est fait. Tout le monde est d'accord pour que ce soit voté et Marlène Schiappa ne se cache pas de ça. Et on prépare effectivement la prochaine étape qui sera la GPA, c'est sûr. La PMA, ça vous choque, vous? Moi, oui, ça me choque dans la mesure où, je sais pas, si on se représente la scène, je trouve qu'on comprend mieux le problème. Je sais pas, j'imagine une femme seule, qui a, mettons, je sais pas, 50 ans, puisque la biologie, c'est plus intéressant. Donc, pourquoi est-ce qu'il y aurait une limite d'âge? Et donc, qui pourra frapper à la porte d'une clinique en disant « Bonjour, faites-moi un enfant, j'aimerais une PMA et rembourser, s'il vous plaît. » Moi, j'ai du mal à comprendre quel modèle on promeut en faisant ça. Ça m'étonne, ça me pose des questions et je pense qu'il faudrait en débattre un peu plus que ce qu'on fait maintenant, dans la mesure où on sait que le président du Conseil national d'éthique a déjà dit qu'il était d'accord, les ministres sont d'accord, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'il y aurait un débat, quoi. Tout le monde est d'accord sur ça. Votre présentation, elle est un peu biaisée, elle est un peu clinique, parce que la manière dont vous avez dit « bonjour, je voudrais un enfant » et tout, c'est la force d'un désir, c'est une envie très forte. Comment nier que cette femme de 40 ans qui n'a pas, parce qu'elle n'a pas fait la rencontre, ou parce qu'elle ne peut pas, ou plein de raisons, elles sont tellement complexes et diverses, et immenses les raisons, comment lui nier cette envie très forte d'avoir un enfant et que c'est le seul recours qu'elle puisse avoir. La manière dont vous l'avez raconté est très froide, très clinique. Bonjour, je veux un enfant. Non, mais c'est un peu caricatural, c'est sûr. C'est ça le problème, c'est que vous le présentez un petit peu comme ça, comme pour la GPA, c'est pas aussi simple. 2 hommes qui veulent un enfant, pourquoi leur nier cette envie? Pourquoi leur nier fondamentalement cette envie? En plus, c'est un combat que vous perdrez. Ah oui, alors il y a plein de trucs dans ce que vous dites. Premièrement, vous employez le mot envie. La question, c'est comment désir très fort d'avoir un enfant. Oui, mais comment est-ce qu'on passe du désir au droit? Je veux dire, est-ce qu'un désir très fort, ça crée un droit? La société a évolué et effectivement, on est à une époque où potentiellement on peut avoir ça. Je ne vois pas pourquoi on l'empêcherait. On empêcherait certaines femmes. Il y a des femmes qui en sont mortes intérieurement de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Moi, autour de moi, j'ai vécu ça et j'ai vu des femmes qui se sont épanouies parce qu'elles ont pu avoir recours à la PMA. Donc moi, je refuse l'idée qu'on leur dise à elles « Je suis désolé pour des histoires morales ou judo-chrétiennes, ça n'est pas possible. » C'est dommage. Moi, déjà, j'ai 3 trucs à dire sur ce que vous dites. Premièrement, vous dites de toute manière, la technique le permet, donc ça va être légalisé.
Donc en fait, le droit, maintenant, doit suivre les progrès techniques. Donc les progrès techniques permettent l'eugénisme. Du coup, il va falloir qu'on accepte l'eugénisme aussi. Si c'est la technique qui règne, ça veut dire qu'on n'a plus aucune emprise démocratiquement sur ce que la technique permet. C'est ma deuxième remarque. De toute manière, ça va être légalisé. Donc nous, citoyens, on n'a pas le droit de se poser des questions. Troisièmement, par rapport à cette force du désir, effectivement, ça introduit la question de la GPA. Et excusez-moi, mais il y a quand même un... Alors, dans la PMA pour toutes, il y a un tiers qu'on oublie un peu, qui s'appelle le donneur, mais bon, on l'oublie parce que c'est une rapide branlette dans un cabinet, donc on peut l'oublier. Mais dans la GPA, il y a quand même un tiers qui prend un peu de place, c'est la mère, et d'ailleurs, le reportage le dit bien. Comment est-ce qu'on peut enfin réussir à se passer de la mère ? Et c'est d'ailleurs un peu ce que j'essaie de dire dans mon livre. La mère, c'est un peu un truc qui nous encombre, dont on aimerait se passer, qu'on aimerait pouvoir remplacer artificiellement. Donc, si on pouvait externaliser complètement la grossesse, ça nous arrangerait. Voilà. Pardon, mais pour vous, le schéma familial, c'est un papa et une maman, c'est ça ? En fait, c'est pas un schéma familial, c'est juste que là, actuellement, à moins d'avoir recours à des intermédiaires cliniques, c'est-à-dire des banques de sperme, des banques d'ovules, des médecins, tout un armada qui n'est pas gratuit, pour l'instant, il se trouve qu'on n'a pas trouvé d'autres moyens pour faire des enfants que d'avoir un père et une mère. Slimane. Moi, par exemple, j'ai une amie qui a eu recours à ça pour pouvoir avoir un enfant. Et l'enfant n'est pas sans famille. Elle a sa mère, elle a sa grand-mère, elle a les amis aussi. Et vous parliez du donneur tout à l'heure, et moi j'ai rencontré un donneur avec qui j'ai beaucoup parlé, et c'était pas une branlette dans un petit cube blanc juste pour gagner un peu d'argent ou pour passer le temps. C'était prendre conscience de la difficulté de certaines personnes à avoir un enfant et dire peut-être, moi j'ai la chance de pouvoir faire mes enfants, je vais avoir la chance de pouvoir en faire. Est-ce que là je pourrais peut-être penser aux autres et me dire que je peux aider? Et c'était ça son combat. Et je trouve que vous faites vous allez très vite dans vos raisonnements, et je trouve ça dommage parce qu'on oublie le sentiment, l'amour et le partage entre les gens aussi, et c'est aussi ça. Alors c'est très très beau tout ça, l'amour, le partage, c'est sûr. Déjà, l'amour. Mais pourquoi ce serait pas beau? Alors oui, en non, fait, c'est ça la mais question. c'est très beau. L'amour, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante d'après moi pour avoir un enfant. Mais ça, c'est un autre problème par rapport à l'idée qu'on donnerait de manière absolument altruiste. Mais ça existe. Oui, non, mais ça existe, mais c'est très minoritaire, et de fait, on a déjà beaucoup de mal à trouver suffisamment d'ovules, de donneuses d'ovules, pour pouvoir répondre à la demande en France. C'est pour ça qu'il y a déjà énormément de femmes qui vont à l'étranger avoir recours à des ovules dans des pays où les donneuses sont rémunérées. Sachant qu'il y a un énorme marché, par exemple, on a beaucoup de mal à trouver des ovules d'Asiatiques, puisque pour des raisons culturelles, les Asiatiques ne donnent pas leurs ovules. Du coup, le prix des ovules d'Asiatiques peut s'élever à 50 000 voire 100 000 $, alors que les ovules de latinos, elles, bizarrement, aux États-Unis, par exemple, c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, il y a un marché qui répond aux lois de l'offre et de la demande. Il y a la même chose pour le marché du sperme, et de la même manière, il y a déjà, et ça continue, un marché des ventres. Voilà. Donc ensuite, mais non, mais c'est juste qu'on ne fait pas de la politique avec des bons sentiments. Et justement, mais j'ai envie de dire, au nom de ces excès qui sont absolument condamnables, vous avez raison, on le sait tous. Comment nier effectivement que la GPA, des fois, c'est la marchandisation du corps humain. Et au nom de ces excès, il faudrait donc dire à ceux qui ont un désir d'enfant, excusez-nous, vous n'avez qu'à faire comme tout le monde. Si vous y arrivez, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, tant pis. Moi, j'ai du mal, moi, avec ça. Le désir très fort ne crée pas forcément un droit. Le nombre de gens qui ont un désir très fort d'avoir un toit et qui dorment dans la rue, ils ont les droits de ça. Oui, mais ce désir devrait donner un droit, justement, le désir d'un toit. Celui-là, oui, mais un droit à quoi? Un droit à l'enfant? Un droit, oui. Un désir très fort. Un désir très fort ne crée pas toujours. Mais il y a aussi des enfants qui naissent dans des familles où ils n'ont pas été désirés, pourtant ils ont une famille. Enfin, mais Isabelle, les hommes par avoir exemple. envie d'un enfant, et je ne vois pas pourquoi on leur refuserait. Surtout qu'ils savent très très bien à quoi ils s'exposent, quelles transgressions ils font par rapport à la morale, comment ils peuvent être regardés. Donc je pense qu'ils ont le courage. Ils ont le courage d'avoir un enfant. Quand deux hommes veulent avoir un enfant, ils ont ce courage, ou deux femmes qui veulent avoir un enfant, et ils savent comment peuvent être jugés dans la société d'aujourd'hui. C'est bien la preuve qu'ils vont au-delà de ces regards, de cette morale, et ils se disent on va l'aimer. Et je trouve ça, c'est un vrai acte d'amour à la base. Tu as raison. Alors Isabelle. C'est mon avis. Isabelle, vous avez adopté une petite fille. Oui. Est-ce que vous auriez pu avoir recours à la PMA ou à la GPA? Non. Je trouve... J'avais pas ce besoin-là absolument. C'est un concours de circonstances qui m'a mis sur la voie de cette petite fille. Et voilà, et je l'ai pris, je l'ai sous mon aile, et je l'ai aimé. Voilà, oui. Mais non,
Bon, comme toute femme, j'aurais bien peut-être aimé avoir un enfant, vraiment, mais bon, Ça vous pas tourmentait fait. pas, voilà. Non, il y a Ouais. des choses plus... Non, c'est pas vital. Marianne, ce que vous dites dans votre livre, en fait, après avoir réclamé une jouissance sans procréation, on milite désormais pour une procréation sans jouissance. Pas mal. C'est une punchline. Qu'en pense Dany Briand? Écoutez, on est en train d'industrialiser quelque chose qui est très humain, qui se pense au cas par cas. On ne peut pas faire des lois sur des choses qui sont très humaines comme ça. C'est le désir le plus fondamental de vouloir d'avoir une descendance. Donc j'ai du mal à comprendre, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont dans la détresse, parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Il ne faut pas que ça se fasse non plus n'importe comment. Et je ne sais pas comment concilier une loi froide et implacable avec quelque chose de très humain et voilà, qui est toujours un peu impalpable. Slimane? Est-ce que finalement le combat, il n'est pas de se dire, ok, ça va se passer, mais maintenant essayons de voir comment ça va se passer. C'est ce que prévoit Emmanuel Macron. C'est de dire ça existe, donc on va essayer de le faire le mieux possible. Voilà. Ça fait le porte-parole de quelque chose qui est très fort dans notre société en ce moment. Ouais. Il bouge, voilà. Marianne? Il y a quelque chose qui naît dans la société, ça vient, on ne sait pas trop ce que c'est. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est un désir qui a été créé par quoi? Par une opportunité technique. C'est-à-dire que si la GPA n'était pas techniquement possible, personne n'aurait eu l'idée de la réclamer. Du coup, c'est un désir qui est créé par quoi? Par des industries pharmaceutiques, par des laboratoires, par tout un business qui crée ce désir en mettant des techniques à notre disposition. Et de la même manière, on dit, oui, la société le veut, la société, elle veut rien. La société, elle est façonnée médiatiquement. L'opinion, on sait bien que ça jaillit pas comme ça par naissance spontanée. Voilà, il y a des reportages. Moi, il y a 5 ans, on disait, la GPA, jamais. Non, la PMA peut-être, mais la GPA, jamais. Là, maintenant, à chaque fois qu'on parle de la PMA, immédiatement après, c'est la GPA, pourquoi pas? Ça y est, en 5 ans, maintenant, c'est un sujet qu'on débat comme ça librement, alors qu'il y a 5 ans, tout le monde était d'accord pour dire que c'était atroce. Donc on aurait pu ne pas en parler pour ne pas créer l'envie, c'est ça? Oui, mais l'eugénisme, jamais. On n'aurait pas dû en parler pour ne pas créer l'envie. Et puis dans 7 ans, il y aura la révision des lois de bioéthique, 2024, et puis on dira, ah oui, en fait, l'eugénisme, on verra pour... Non, la GPA, oui. Puis après, l'eugénisme, ce sera quoi? Voilà, donc c'est ça la réalité. C'est dégueulasse de je crois présenter les choses comme ça. je crois que l'envie, elle a toujours existé en plus, même avant la GPA. Moi, je sais que, par exemple, ça va peut-être paraître incroyable pour certaines personnes, mais il y a une époque, dans certains villages, quand une des sœurs, par exemple, avait beaucoup d'enfants et qu'une ne pouvait pas en avoir, peut-être la petite dernière ou le petit dernier était élevé par la sœur qui ne pouvait pas en avoir. Cette envie-là existait déjà depuis longtemps, avant même qu'il y ait une possibilité technique. Donc c'est bien que c'est une envie des êtres humains avant d'être une possibilité technique. C'est quand même pas la même chose, faire une GPA. Déjà, comment ça se passe concrètement une GPA? C'est une PMA. Une GPA, ça veut dire qu'il y a une insémination artificielle avec éventuellement une donneuse. Donc, dans le cadre d'une GPA pour un couple d'hommes, il y a une donneuse qui subit des hyperstimulations ovariennes, 10 jours de piqûre, 24 heures d'hospitalisation et un prélèvement sous anesthésie locale. Donc, c'est pas déjà, premièrement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On injecte l'embryon, on insère l'embryon dans le ventre d'une mère porteuse qui est étrangère au couple et qui ensuite accouche par césarienne. Donc juste concrètement, une césarienne, qu'est-ce que c'est? C'est une anesthésie, c'est une incision avec une cicatrice à vie, et ensuite c'est une semaine d'hospitalisation. Donc il faut arrêter de croire de manière éthérée que... Mais vous ne m'avez pas répondu. Pour vous, une famille, c'est un papa et une maman, oui ou non? Mais pourquoi vous me parlez de ça? Moi, je vous parle... Parce que ça a des relents de ça, et que vous n'êtes pas clair là-dessus. Et vous n'êtes pas clair. Non, mais qu'est-ce que c'est? Et le fait que vous ne vouliez pas y répondre, il répond quelque part. Il se trouve qu'actuellement, pour l'instant, naturellement, pour avoir un enfant, on n'a pas trouvé d'autre moyen qu'avoir un père et une mère. On n'a pas trouvé si. Et du coup, je termine justement, si on veut se passer de ça, il faut des intermédiaires techniques. Il faut des laboratoires, il faut plein de techniques de procréation artificielle. C'est très prosaïque pour quelqu'un qui est philosophe comme vous de ramener la technique. Mais non, mais la justement, question, parce si que vous avez c'est posé, le elle est très cœur du problème. Vous ne trouvez pas naturel que 2 hommes puissent avoir le désir d'un enfant? En fait, moi, surtout, ce que j'essaye de dire, c'est que si on n'est pas aliéné par la nature, on est aliéné à la technique. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis pas que c'est pas naturel pour 2 hommes d'avoir un désir d'enfant. Ce que je veux juste dire, c'est que naturellement, ces 2 hommes ne peuvent pas avoir d'enfants. S'ils veulent avoir des enfants, ils ont besoin de tout un tas d'intermédiaires. Et c'est la société, c'est la technique, c'est tous les laboratoires pharmaceutiques qui doivent leur fournir l'enfant qu'ils réclament. Et moi, ce qui me pose problème dans cette histoire, c'est que l'enfant n'est plus un sujet de droit, mais un objet de droit. Très bien. Gérard, je vous demande pas votre avis, vous? Il y a du pour, il y a du contre.
Marianne, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. À bientôt, je suis Au sûr. plaisir. Voilà, c'était la période de SLT. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Le docteur, il y a un mec, écoutez, je suis désolé, j'ai égaré le dossier de votre femme et je ne sais plus si elle a Alzheimer ou si elle a le sida. Et le mec, il dit, mais c'est horrible, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit, c'est très simple, vous la déposez la nuit au cœur d'une forêt et si elle rentre toute seule, surtout, vous ne la baisez pas. Bonsoir les terriens du samedi. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Gérard Jugnot, d'Isabelle Mergo, de Bruno Solo, de Danny Briand, de Slimane et de Laurent Baffy. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Quelle ambiance. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Bonsoir Viso. Eh ben, on va attaquer tout de suite avec la politique française. Quand Robert Bourgi raconte comment il a voulu niquer François Fillon, Robert Bourgi, c'est l'homme d'affaires donc, qui a offert des costumes à François Fillon et qui se vante aujourd'hui avec une poésie qui lui est propre d'avoir voulu niquer Fillon. Et ça, j'avoue, il faut vraiment être très très motivé. Quand tu vois comment il s'épile les sourcils, j'ai pas très envie de savoir comment il se fait le maillot. Prenez l'image et puis on y va. Et cette affaire ressurgit parce que BFM TV a diffusé donc un grand documentaire s'intitulant « Qui a tué Fillon ?» Ils ont fait une très belle audience d'ailleurs. Il y avait de nombreux témoignages de gens qui l'ont bien connu. Et comme on voit ici, on ressort surtout avec une autre question. Mais qui a tué le chirurgien esthétique de Rachida Dati ? Les Républicains toujours, Nadine Morano devient conseillère politique de Laurent Wauquiez. Alors d'abord, je me suis dit, c'est peut-être un coup de Bourgi pour niquer Wauquiez. Et puis j'ai réfléchi, en fait, c'est malin, c'est malin. Quand tu veux paraître extrêmement intelligent, entoure-toi de gens qui ont l'air beaucoup moins futés que toi. Et c'est là que Thierry m'a dit, mais pourquoi tu crois que je suis venu sur C8 ? Je savais très bien qu'il y avait Hanouna tous les jours. Politique toujours. Municipal, le Front National a pris une décision, c'est fini les listes avec un centenaire, un clochard et un mort. Là, le message est clair, c'est fini les listes avec Jean-Marie Le Pen. Non, c'est pour rire évidemment, Jean-Marie Le Pen n'a jamais été clochard. À gauche, la mairie de Paris a financé une étude à 220 000 € pour dire que Paris était sale. Alors imaginez le prix s'il avait fallu démontrer que Paris était propre. Le rapport fait 14 pages, a coûté 220 000 €. 220 000 € le rapport, même Zaya a trouvé ça choquant. Et politique de la ville encore, là c'est à Nice, Christian Estrosi a annoncé qu'un policier municipal sera bientôt posté dans chaque école à Nice. Alors on espère évidemment que c'est seulement pour les écoles maternelles, sinon les policiers vont avoir du mal à suivre le programme. C'est gratuit mais c'est rigolo. International États-Unis, face aux rumeurs d'infidélité de son mari, Melania Trump reste impassible. Et tu m'étonnes, elle s'est surtout dit la sale partie du boulot, je suis bien contente de la déléguer. Et en plus, elle connaît un peu les penchants sexuels de Trump. Donc oui, savoir qu'on s'est fait tromper, ça fait mal. Mais savoir que la maîtresse s'est probablement fait faire pipi dessus, ça console un petit peu. Oui, il y a de la politique un peu. Il y a beaucoup d'infos. Oui, il y a beaucoup d'infos. États-Unis encore, une application de fitness dévoile l'emplacement des sites militaires américains en Afghanistan, en Irak et en Syrie. En fait, l'appli peut retracer votre jogging et les utilisateurs de l'appli peuvent voir le leur, mais voir aussi celui des autres. Sauf que dans certaines régions, eh bien, il n'y a que des militaires américains qui font du jogging et ils font le tour évidemment des bases militaires et ça peut les géolocaliser et ça marche très bien. Par exemple, moi j'ai tapé Harvey Weinstein et on voit ici, hop, on va retrouver le tracé de son petit footing new-yorkais. Justice.
affaire Alexia Daval. Alors ça, c'était terrible. Ça nous a fait la semaine. Le mari avoue avoir tué son épouse par accident. Il aurait donc étranglé et brûlé par accident. Et c'est quand même un sacré coup de malchance de brûler ta femme par accident. Alors qu'à Koh Lanta, il y a des types qui galèrent pendant 3 jours pour tenter en vain d'allumer un feu. Mais voilà, il a fini par avouer, et apparemment, grosse info, ce serait une méthode d'interrogatoire canadienne qui serait à l'origine des aveux de Jonathan Daval. Alors ça rate jamais, évidemment, quand tu diffuses à un gars du Céline Dion pendant 24 heures dans les oreilles. Il a même dit que c'était lui, le petit Grégory. Société. Violence sexuelle, une association d'aide aux victimes a été submergée par les appels, a été contrainte de fermer son accueil téléphonique. Et ça, c'est un peu le problème. Les gonzesses au téléphone, ça cause. Non, c'est très bien. C'était la blague sexiste de la semaine. J'ai droit à une. Thierry m'a dit une. Économie. Un smicard doit travailler 2,6 millions d'années pour gagner la fortune du Français le plus riche. C'est l'Observatoire des inégalités qui a calculé combien de temps un employé au SMIC devrait travailler pour posséder la même fortune que Bernard Arnault. Et c'est donc 2,6 millions d'années. Ben voilà, comme ça on le sait. Le problème en France, ce ne sont pas du tout les inégalités, c'est l'espérance de vie qui est très insuffisante. People, info surprenante à Roubaix, Dieudonné se fait passer pour une entreprise de cosmétiques pour pouvoir louer 2 salles. Et c'est cohérent. C'est cohérent de la cosmétique pour Dieudonné. Ça fait quand même 15 ans qu'il maquille des propos antisémites en one-man show. Sport. À Marseille, le centre d'entraînement de l'OM cambriolé. Le vestiaire des pros est fracturé. Et ça, c'est une grosse info déjà, parce que c'est vrai que quand on regarde les matchs, c'est pas évident qu'il y ait des pros à l'Olympique de Marseille. Mais surtout tristesse pour les cambrioleurs. Le butin n'était pas bien grand. 15 pots de gel fixation béton et un album de Jul. Allez, les brèves. Un avion rempli de plombiers contraint de faire demi-tour à cause d'un problème de toilette. Alors je vous livre l'info comme elle est là, et c'est vrai qu'elle commence un peu comme le pitch d'un excellent film porno, un avion rempli de plombiers, et qu'elle se termine comme le pitch d'un très mauvais film porno à cause d'un problème de toilette. Orne, un handicapé condamné pour avoir agressé un autre handicapé. Alors ça, partout ailleurs, on appelle ça un clash de rappeurs. Et on peut passer à la culture. Ah, ça je sais, vous aimez. Chaque semaine, je propose une petite visite culturelle à tout le monde. Et cette semaine, c'est une star, David Lachapelle, évidemment, star de la photographie, qui expose en Belgique, c'est tout près de la frontière française, c'est aux Beaux-Arts de Mons, le BAM, jusque fin février, expo intitulée « Après le déluge », où on peut notamment voir cette photo-ci, qui pourrait être titrée « Naissance chez les zadistes ». Et ne me demandez pas pourquoi la maman est habillée comme au carnaval de Rio, je n'en sais rien. Autre œuvre intéressante qu'on peut y voir, c'est une pompe à essence comme ça au milieu d'une forêt, c'est très très joli. Ici, on est dans un cauchemar de Nicolas Hulot, qu'on peut opposer à une autre photo, où ici on est plutôt dans un rêve de Dominique Strauss-Kahn. L'œuvre de Lachapelle est très éclectique. Il aime notamment mettre en scène Jésus. Alors quand on s'appelle Lachapelle, c'est cohérent. Ici, voilà, c'est assez joli, c'est une reconstitution contemporaine de la dernière scène. Quand on regarde la photo, on peut presque penser que c'est la dernière scène Saint-Denis. Regardez la position des mains du Christ, on ne sait pas trop s'il bénit l'assistance ou s'il attend la dose d'héroïne. Autre photo amusante, celle-là, Jésus avec une prostituée et 2 policiers. Alors on dit que c'est Judas qui balançait, mais manifestement, Jésus qui a dénoncé la petite ici. Ou alors ce sont des policiers qui sont là pour lui. Et ça c'est possible, c'est plus cohérent. Des flics américains qui tombent sur un migrant juif né en Palestine qui se fait passer pour un catholique issu d'une GPA, au minimum tu le mets en cellule de dégrisement. Minimum. Et si c'est une star, Lachapelle, c'est parce qu'il photographiait les stars. Il a fait Madonna, David Bowie ou Michael Jackson. Ici, on va le voir. Ici, il est en ange. Et donc, c'est sûr, d'après les témoignages de certains enfants, les anges ont bel et bien un sexe. Autre star immortalisée, voilà. Ici, Loana, juste avant son déclin. On a encore ici les fameux Two Beat Tree. Et il a même immortalisé François Hollande, ici, un petit déjeuner avec Julie Gaillet. Et ici, une magnifique double allégorie de Donald Trump. Alors, au centre, Donald Trump tel qu'il se voit lui-même, et en bas à droite, Donald Trump tel que nous le voyons.
Et pour terminer, parce que David Lachapelle est parfois dans l'actu sans trop le savoir, une œuvre magnifique intitulée Boucaquet chez Lactalis. Allez, voilà, allez au BAM de Mons jusqu'au 25 février voir l'exposition. Vachement bien, bravo. L'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Bravo. C'était Alex Vizorek qu'on retrouve ici la semaine prochaine sur scène à Paris et en tournée dans toute la France. Et on passe maintenant à notre T'es au top de la semaine. Elle est mignonne. Dans l'oreille, elle est mignonne. Non. À partir du moment où les autres étaient au top du top, il n'y a aucune raison que Bruno soit au top. T'es au top du top, Bruno Solo. Quand même. Alors, Bruno Solo, bonsoir. Salut. Il est où? Mon pote le gitan, c'est un gars curieux, une gueule toute noire, des carreaux tout bleus. Il est où? Elle est belle cette chanson de mon temps. Il est sur les routes justement. Ouais. Je crois qu'il est à Nantes là et qu'il fait une reprise de son spectacle avec Ma guitare s'appelle Revient. Bah, tout va bien alors. Ouais, de son nouveau Tout spectacle. va bien, sauf pour les poules. Et les hérissons. Les hérissons. Ouais. Alors, la dernière fois, vous êtes venus tous les deux, donc c'était pour l'heureux élu. Robert Ménard. Vous aviez fait une pause de 13 ans. Est-ce qu'on vous reverra ensemble avec Yvan Le Bolloc avant 2031? Oui, très, très prochainement. On a un joli projet encore théâtral ensemble. En fait, ce qui s'est passé, il vous a cassé les couilles, vous a commencé à vous reparler du top 50. Non. Pourquoi on ne fait pas le top 50? C'est plutôt moi le casse-couille des deux. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est plutôt moi qui suis un peu plus exigeant. Yvan, il est très très cool. Bon, de toute façon, votre nom, c'est Solo en même temps. Oui, j'ai toujours On va vous emmerder avec ce des velléités de solitude. Oui, oui. Alors, l'heureux élu, donc c'était avec Yvan Le Bolloc, qui a été diffusé sur France 2 le 2 janvier. Ça a quand même fait 3,5 millions de gens. Ensuite, ils l'ont rediffusé sur France 4, ça a encore fait 400 000. Il y avait donc 4 millions de gens qui vous ont vu. Je ne savais pas. Alors, en préparant cette émission, j'ai retrouvé une interview de vous deux, qui était une interview séparation, où vous étiez censés vous séparer. Ça vaut le coup de la revoir. À tout de suite. Qu'est-ce que vous ne pouviez plus supporter chez lui? Son haleine. Regardez, je suis toujours légèrement de côté quand je lui parle. Son haleine qui me surgalvaude. C'est vrai que sur Caméra Café, à la fin, vous parliez que pendant les prises? Oh bah ouais, non mais il y a un moment, c'est plus possible quoi. Les gens qui ont toujours besoin d'être rassurés, admirés, encensés, c'est fatigant quoi. Ouais. Bon, je sais pas, à un moment, faut se prendre par la main et puis s'assumer en tant qu'être humain avec ses défauts et puis voilà, et ne pas être habitué toujours à ce qu'on te lave les dents le matin et à te déplier un tapis rouge dès que tu te lèves. Ouais, moi, c'est ça qui m'embêtait chez lui, c'est ce côté, cette difficulté qu'il a à faire des phrases simples, par exemple. Finalement, c'était un soulagement, non, cette séparation? Un soulagement non, pas tant que ça, parce qu'on a quand même eu de très très bons moments. Hein. Ouais. Oh, il y a eu un moment, les gens applaudissaient. Hein. Ouais, un moment. T'es pas là. Ouais, il y a eu un moment, les gens applaudissaient. Hein. Vous êtes fiers quand même de ce que vous avez fait ensemble, non? Sur le début. Après, c'était l'intérêt, c'était pour le public qu'on faisait ça. Ah ouais? Ouais, pour le public. Le public voulait nous voir à deux, donc on était tous à deux, quoi. Ouais. Mais si ça avait tenu qu'à moi, je serais parti dès le début. Mais est-ce qu'on a des chances de vous revoir ensemble? Non, c'est pas possible. Non. Pour des occasions exceptionnelles? Non, j'y crois pas. Le Téléthon, le Téléthon, le sien alors. Je voudrais bien lui donner un coup de main s'il a un petit coup de mou. Ouais. Vous le reconnaissez bien qu'il y a une qualité quand même, non? Attends. Oh bah, il porte quand même il porte quand même les rouflaquettes comme personne. Hein. Ouais. Même ça, il sait pas le dire. Ouais. Ça va pas à tout le monde. Hein. Il y a eu Mongo Jerry et Bruno Solo. Bruno, oui. Vous lui diriez quoi si vous lui parliez encore? T'es encore là? Ouais. Et vous? Moi, je dirais, va dormir avec ta chemise de blaireau. J'ai donc eu ce look. Ouais, et Slimane, t'as vu comment j'étais gros, tu vois ce que je te disais tout à l'heure. Alors, il y en a un qui est jamais revenu non plus. Vous avez bien connu, c'est Robert.
Ah oui, qui est parti Robert Ménard, sous mon bah nez oui, la vas-y. dernière fois. Ouais. Des réformes chocs et des décisions fermes, bientôt tu iras plus loin que l'héros. Et un jour, toi aussi, tu seras connu dans l'univers comme le célèbre Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone. Ça suffit, je m'en vais. Non, mais non. Non, Robert, attends. Tu dois te faire foutre. Non, attends. Putain. Robert, bon, on va... Ça suffit. Non, arrête. Non, mais... C'est terminé. Arrête-toi, il s'allait... Non, ça suffit. Elle va Robert, te viens faire ici. foutre. Bon. Bah, il est parti, hein. Comme quoi, c'est pas les meilleurs qui s'en vont les premiers. Hein. Ouais. Bon, Laurent, tu vas t'y coller. Moi C'est bon pour ta carrière, je te le dis. Jouez Ménard. Mais Si. Et voilà. Et ce soir-là, Laurent Baffy a fait Robert Ménard. Ah bah ouais, mais franchement, si tu m'avais dit ça avant, je serais pas venu. Hein. Ouais, mais tu m'as vraiment chopé au bon moment. Tu l'as fait à la perfection. Et époustouflant. Vraiment il chie sur tout le monde, mais avec beaucoup de talent. Pendant 1h30. C'est payant les rôles de méchants. Bruno, vous êtes ici ce soir pour une pièce qui se passe en Louisiane. Ouais. Et vous n'êtes pas étonné d'entendre Zachary Richard, vous me connaissez. Absolument. Évidemment. Grand chanteur cajun. Voilà. Cajun. Ça s'appelle Baby, c'est une pièce de Jane Anderson, adaptée par Camille Japy et mise en scène par Hélène Vincent. À vos côtés, il y a Isabelle Carré, Camille Japy, Vincent Deniard et Cyril Couton, qui est très très bon dans le rôle de l'avocat véreux. Je fais le pitch. En 1989, en Louisiane, un couple démuni vit dans une caravane, dans un trailer park avec 4 enfants. La fille, Isabelle Carré, est enceinte du 5e. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Et là, ils tombent sur une petite annonce d'un couple californien riche qui ne peut pas avoir d'enfants. Voilà. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que la pièce se passe en 1989, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y a pas de GPA, justement. L'adoption est envisagée d'une manière totalement différente d'aujourd'hui. Et la pièce est d'une force extraordinaire, parce que c'est 2 couples, en fait. C'est la lutte des classes, c'est le choc des mondes. Entre eux, c'est le gouffre. Ah oui, bien sûr, oui. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est le hasard qui les fait se rencontrer. Et ils sont tous animés par le même désir. Ce couple de Louisiane un peu désargenté, c'est ce qu'on appelle ces petits blancs totalement déshérités qui vivent dans une misère, une précarité absolue. Ils ont envie d'offrir un meilleur avenir à cet enfant qu'ils ne peuvent éduquer. De l'autre côté, on a un couple très riche, effectivement, aisé, qui rêve d'avoir un enfant depuis toujours, qui n'en a pas, pour qui c'est un poids, pour qui c'était une douleur incommensurable, surtout pour elle, mais pour lui aussi. Parce qu'il est juif, parce que sa mère lui reproche, parce que il vit très très mal, tout ça. Il y a une sorte de conflit intérieur extrêmement puissant chez le personnage de Richard, que je joue. Et ils vont avoir enfin cet enfant. Sauf qu'après, évidemment, c'est une pièce américaine, donc ils ont cette faculté à lier des drames sociaux et des drames intimes, en faire une pièce qui a une sorte d'écho absolument universel. Ils sont face à des choix, mais au bout du compte, on se rend compte qu'ils ont tous raison. Et que passer les caractéristiques un peu clichés des personnages, il y a une complexité qui apparaît dans ce qu'ils sont véritablement, mais qu'ils ne peuvent montrer parce qu'ils sont dans un déterminisme social aussi très fort. Voilà, un peu dans leur case, comme ça, de manière un peu clivante. Ils sont chacun dans leur rôle. Mais au fur et à mesure qu'on creuse, qu'on gratte, et parce que c'est une écriture américaine, et tout d'un coup, il y a un switch, une révélation terrible dans la pièce, qui fait que là, tout va s'effondrer. Bruno, on n'est plus à l'antenne. Attends, numéro 1 de la promo. C'est une belle pièce. Oh, regarde à quoi ça ressemble. Oh, bonjour, Ron! Richard! Le bébé arrive! Alors, j'ai vu l'eau de sa tête! Je suis la première à l'avoir vu! S'il te plaît, viens voir avec moi. J'ai demandé à Vanda, elle est d'accord. Ils vont t'apporter une blouse! Attends, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Tu m'as promis! Oui, je sais, mais c'était abstrait. Richard, je t'en prie! Oui, mais écoute, si l'enfant
Enfin, si c'était toi, je viendrais, bien sûr, mais là, c'est une femme que je ne connais pas. C'est quand même un truc très personnel et un peu obscène. Mais c'est juste un accouchement, qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Si le bébé sortait de toi, je voudrais être là, bien sûr. Mais là, me retrouver face à face avec le vagin béant d'une femme que je ne connais pas du tout, je ne suis pas sûr. Mais enfin, Richard, tu sais bien qu'il ne s'agit plus alors d'un vagin, mais d'un couloir vers la ville. Vous feriez quoi, vous? Oh, ça, c'est propre à chacun. Voilà. Alors vous dites, Bruno, c'est sans doute le texte le plus puissant que j'ai eu à jouer de ma vie d'acteur. Oui, ben, en tout cas, c'est celui qui se rapproche le plus de la réaction que j'aurais si je me retrouvais confronté à cette situation. Quand vous avez lu la pièce, tout le monde était en larmes. Hein. Oui. Oui, parce qu'ils ont vu les cachets, alors ils sont déçus. Ça, c'est vrai. C'est une pièce tellement difficile qu'en fait, vous la jouez qu'une fois par jour. Oui, ça c'est Isabelle qui a fait cette proposition, Isabelle Carré, qui a dit je ne la jouerai pas 2 fois le samedi parce que reproduire de manière presque artificielle l'émotion qu'elle provoque dans le public et ce qu'on doit aller chercher, c'était un peu difficile de le faire 2 fois dans la journée. Et puis bon, je vous avouerai que quand Isabelle a dit on la jouera qu'une fois le samedi, j'étais ravi parce que c'est très agréable de jouer qu'une fois. T'as raison. Mais vous aussi, vous avez adopté un enfant. Oui. Le fils de Véronique. Oui, j'ai adopté mon petit garçon Tom à l'âge de 2 ans et demi et voilà. C'est votre enfant. Ah bah si, il m'appelle papa, il a mon nom. Et là, tu pourrais plus le rendre là si t'avais un problème. Non, j'ai même plus le choix maintenant. Ouais, il est grand en plus. Non, mais je l'aime comme mon fils, j'ai jamais fait de distinguo et on a une fille. Ils ont la même maman. Hein, c'est pas une adoption dans ce sens-là. Ils ont la même maman, Véronique. Et voilà, j'ai un garçon et une fille. Mais c'est mon fils. Ouais. Je pense à un truc. Un couple qui veut adopter. Ça aurait pu être un couple homo. Vous auriez pu faire jouer Yvan. Ouais, mais c'était pas comme ça que c'était écrit. Merde. Je m'en tiens au texte. Alors, le problème, c'est que les téléspectateurs vont-ils être obligés de choisir entre la pièce d'Isabelle Mergo ou la vôtre? Il y a 5 jours dans la semaine au théâtre. Nous, on joue 7 fois, nous, on n'est pas les feignants. Voilà, ça c'est un argument. Il a raison. Vous êtes aux nouveautés et lui est à l'atelier. Où est-ce qu'il y a le plus de places de parking? Je dis ça pour nos amis téléspectateurs. Nulle part. Nulle part. On ne peut pas se garer à Paris. Le prix des places, c'est à peu près équivalent. Je sais pas. Hein? La buvette. Ah. Est-ce qu'il y a une bonne buvette aux nouveautés? Je crois pas. Je crois pas, mais... Parce qu'à l'atelier, oui. Il y a... Ah oui, parce qu'il y a un entracte, nous. En tout cas, Bruno, pour cette pièce, aucune chance de vous faire insulter sur les réseaux sociaux, parce que vous n'y êtes plus. J'y suis jamais allé. Eh ben voilà. Pas de compte Twitter, pas de Facebook, pas d'Instagram, même pas WhatsApp, j'ai rien. Vous avez bien raison. Instagram, c'est mieux parce que c'est que des photos. Oui, mais même. Moi, je suis sur Insta, vous voyez. Oui, je sais, ma mère a suivi votre compte. Oh Merci, madame. En revanche, Isabelle, elle est sur Twitter. Et... Que sur Twitter. Ah, mais quel bonheur. Regardez, quand on pense qu'il suffit de changer 4 lettres à Marc pour que ça fasse bite... Bon, ben moi, je vais me remettre à boire et à fumer et à attendez, là, il faut que je fasse un coup de fil, je vous tiens au courant. J'adore votre compte Twitter. Mais c'est perdu. C'est perdu tout ça, tu pourras le mettre dans des pièces. Il y en a un que j'adore, c'est un hélicoptère, c'est un hélico qui arrive tout de suite. Un mec marié à une laborantine n'a droit qu'à une pipette. C'est rigolo. Je viens d'acheter une imprimante. Pourquoi celle-là? Je sais pas, elle m'a fait bonne impression. On peut te dire qu'un éditeur va t'appeler demain. Oui, il faut dire. À la télé, ils font une pub pour un médoc contre le rhume, mais ils disent pas avant 6 ans. C'est long. C'est maintenant que j'en ai besoin. Georges Jugnot, Isabelle Mergo, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe à notre terrienne du samedi soir. Andrea Bescon, bonsoir. Bonsoir. Alors Andrea, depuis votre plus jeune enfance, vous êtes passionné par la danse, que vous avez commencé à pratiquer dès l'âge de 4 ans. Mais entre 8 et 12 ans, vous avez vécu les abus sexuels d'un ami de vos parents. Cette histoire est celle de tous les enfants qui ont subi le même sort.
vous la racontez avec beaucoup de rire et de danse dans un seul en scène intitulé Les Chatouilles ou La danse de la colère. On regarde. Distribution de ballons, chocolat, lait chez l'Orient. Ils sont vraiment bons. Distribution de ballons, distribution de ballons. Quand il faisait tout ça, j'ai jamais rien dit. Forcément, j'avais sa langue dans ma bouche, alors je pouvais pas dire grand-chose. Après, il descendait sa main et il la plongeait. Et avec ses doigts, il grattait fort. Il appelait ça les chatouilles. Mais moi, quand même, ça me brûlait. Hein. Oh, j'ai vraiment l'air con avec cette tête de lapin, bordel. Voilà Andrea Bescon, Les Chatouilles. Alors Andrea, vous êtes née le 12 juin 1979 à Pleumer, dans le Morbihan. Votre père travaille dans la grande distribution de fruits et légumes. Votre mère l'aide en dehors d'élever ses enfants. C'est une famille modeste, mais pas pauvre. Non, on est bien, on est assez bien. heureux. Vous commencez à marcher quand vous êtes attiré par la danse. Et à 4 ans, votre mère vous trouve une école. Alors, la prof n'est pas enthousiaste, vu votre âge, parce que vous avez 4 ans. Mais après un cours d'essai, c'est la révélation. Vos profs réalisent votre potentiel et votre forte personnalité artistique. Donc vous avez été repéré très jeune. Oui, c'est ça, ça a été vraiment une évidence. Je veux dire, j'arrêtais pas de bouger. Donc ma mère m'a emmenée là-bas en disant, bon, normalement le cours commence à partir de 5 ans, mais... Comme elle avait fait le déplacement, la prof a dit « Ok, on y va ». Et après le cours, elle a dit bah, « Je la garde parce qu'elle est apte et tout va bien. » quoi. Voilà. Ouais. Alors, vous avez 8 ans quand votre père est muté dans le sud de la France, dans le Tarn-et-Garonne. Et là, vos parents se font des amis. Et parmi eux, il y a un homme que nous appellerons Gilbert. Ouais. Il est boucher, il a l'air assez sympathique. Et une nuit, vous avez 9 ans, alors que tout le monde dort. Ses fils et votre frère à côté de vous. Il débarque, il soulève la couette et il vous propose des chatouilles en cachette. Oui, on dormait chez lui. C'était un soir de Nouvel An. Les enfants sont gardés, les adultes ont fait la fête et nous, on reste chez lui. Et voilà, petit matin, il débarque. Et puis, je pense que ça l'excitait beaucoup d'être aussi entouré de ses enfants. Donc, c'est pour parler aussi de la pathologie de cette perversion. Donc, oui, ça a commencé comme ça. Ouais. En réalité, il baisse votre culotte, il frotte sa main contre votre sexe. Enfin, il enfonce ses doigts dans mon sexe, oui. Ouais. Ça va durer 3 ans. Oui, avec intervalle et beaucoup de répétitions, effectivement. 3 ans qui vous marqueront à jamais. Vous vous souvenez particulièrement des fellations dans la salle de bain. Une fois l'acte terminé, il s'essuie avec votre serviette. Et la serviette de bain, chez vous, on la changeait tous les 8 jours. Ben oui, forcément. Ma mère faisait le ménage, elle ramassait les serviettes ce jour-là. Et puis quand on est enfant et qu'on est victime de ça, évidemment, on n'en parle pas. Il y a une vraie emprise de l'adulte, il y a une vraie peur de l'adulte. Donc changer la serviette en cachette et tout, ça suscitait des étonnements et des questions et on n'en veut pas de ces questions-là. Et il refusait aussi, Gilbert, que vous preniez une douche parce que ça risquait d'attirer l'attention. Oui, bien sûr. Et puis c'est toujours, vous savez, les viols, ça dure 5 minutes, 10 minutes. Enfin, c'est toujours en présence de plein de monde. Surtout que moi, c'était pas un adulte ayant autorité au final. Ouais. Donc il y avait toujours mes parents quelque part, des amis, des enfants. Donc ça allait très vite et c'était très efficace, si j'ose employer ce terme. Et du coup, non, faut pas prendre de douche, faut pas attirer l'attention. Alors, il abuse de vous, vous n'arrivez pas à traduire ce qui se passe, évidemment, vous êtes très jeune. Oui, sous emprise. À vos parents, vous culpabilisez, évidemment. Oui. À 12 ans, vous intégrez l'école de danse Rosella Hightower à Cannes, qui est une école privée, loin de votre agresseur. Oui. Vous vous focalisez sur la danse. Et en 1994, vous avez 14 ans, vous passez le concours du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Et vous êtes admise. Oui, oui, c'est évidemment une occasion énorme. Et puis bon, mes parents me disaient, bon, l'école privée de Rosella, c'est compliqué financièrement, tout ça est très onéreux. Donc entrer au conservatoire, c'est une école publique, j'étais boursière et c'était quand même l'ouverture sur une très grosse et très riche formation. Ouais. À Paris, vous continuez d'être victime d'attouchements.
Un jour dans le métro, vous découvrez une main gantée entre vos jambes. Une autre fois, un agent SNCF veut vous montrer sa cabine de pilotage. Vous êtes obligé de subir des attouchements pour éviter un viol. Et vous dites, lorsqu'on est violé enfant, on se balade à vie avec une étiquette sur la face qui affiche victime, je ne dirais pas non. C'est ça le problème. Et oui, le problème est surtout le temps qu'on met à se sortir de ce mécanisme. Ouais. Et c'est très compliqué, en fait, de se sortir de ce mécanisme de victime, parce qu'évidemment, on se sent sale, on se sent coupable, donc on est une merde, on n'est rien, on est déshumanisé, donc on se laisse totalement faire par qui que ce soit qui veut, à un moment donné, avoir votre intégrité. Et malheureusement, on lui offre. Et c'est pour ça que cette notion de non-consentement et de consentement est hyper ambiguë dans la loi par rapport à... Sujet d'actualité. Ah bah oui, plus que ça, ouais. Alors, pendant toutes ces années, vous êtes victime de ce qu'on appelle le syndrome d'amnésie post-traumatique, dont vous occultez, en fait. Oui, il y a cette... ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est balayé par beaucoup de magistrats, mais l'amnésie traumatique, d'ailleurs, c'est Flavie Flament qui a été la première à en parler, évidemment, sur un plateau. C'est prouvé dorénavant par beaucoup de neurologues, beaucoup de scientifiques. On occulte pendant des années, en fait, la mémoire traumatique, c'est un petit coin là dans le cerveau, bien caché, où on met évidemment les très très mauvais souvenirs, des choses extrêmement violentes. C'est la poubelle des souvenirs. C'est la poubelle des souvenirs, mais par contre, quand ça revient, c'est plus une poubelle, c'est très très net, c'est très précis. D'ailleurs, à l'époque, en fait, quand vous croisez ce fameux Gilbert, vous restez dans une forme de déni, vous lui dites bonjour. Oui, c'est parce que, encore une fois, l'emprise reste. Ouais. L'emprise reste avec cet homme-là qui a toujours été charmant. Ouais. Extrêmement gentil avec moi, en dépit des violences. Ouais. Alors, à l'adolescence, pour échapper à votre malheur, vous vous droguez. Prenez tout, hein. Bah ouais. Vous allez jusqu'à l'héroïne. Ouais, c'est une vraie fuite en avant. Puis, comme je disais tout à l'heure, on est déshumanisé, puis on est anesthésié. Donc, on a besoin, à un moment donné, de ressentir la vie d'une manière ou d'une autre. Donc, la drogue, l'alcool, le sexe, faut ressentir des choses, quoi. Parce qu'il n'y a plus rien qui passe. Ouais. C'est vers 17 ans que vous commencez à réaliser ce qui vous est arrivé. Et c'est quand vous commencez à avoir des relations sexuelles avec des garçons. Donc, vous commencez à tout reconstituer. Ouais. Vous avez été victime d'un viol. Voilà, là, vous commencez à être sûr de ça. Mais malgré tout, vous progressez dans votre art. Et en 1998, vous remportez le prix Espoir du Grand Concours International de Paris. Donc, là, vous vous lancez dans une carrière internationale, à la fois sur la danse contemporaine, la danse underground. Vous irez en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Asie. Enfin, il y a quand même un épanouissement professionnel à ce moment-là. Ah, mais ça m'a totalement sauvée. Enfin, c'est quand même quelque chose d'extrêmement salvateur, la passion, quand même. Ça permet de sortir, du moins de sublimer un trauma. Ça, j'en suis certaine. Je pense qu'une passion peut sauver une vie. Moi, j'ai eu cette chance avec la danse. Ça m'a permis... Heureusement, la danse vous a permis de mettre votre traumatisme de côté, d'une certaine façon. En tout cas, de l'exprimer autrement que par des mots. Voilà. Ça sortait par le corps de cette manière-là. Alors, vous avez 24 ans quand vous apprenez que Gilbert est désormais grand-père. Et là, c'est le déclic, parce que vous dites, il ne faut pas qu'il récidive. Ouais. Il ne faut pas que d'autres filles soient victimes de la même chose que moi. Il faut parler. Voilà. Mais quand vous décidez de parler, bizarrement, c'est le doute, en fait. Les gens disent « Ah ouais, tu crois ?» C'est ça qui est terrible. Pourquoi vous avez mis autant de temps à parler, vous disent les gens. Mais oui, c'est toujours cette question. Pourquoi mettre du temps à parler? Pourquoi tu ne l'as pas dit? Et pourquoi tu t'es laissé faire? Pourquoi tu ne l'as pas dit à tes parents? Pourquoi tu n'en as pas parlé, simplement? C'est tellement simple d'en parler. Bien sûr. Bah ouais. Et voilà. Et le pire, c'est qu'en plus, effectivement, il y a eu ce déclic quand j'ai appris qu'il allait être grand-père ou qu'il était grand-père, je ne sais plus. Mais ce qui est un peu stupide, parce que finalement, ça ne l'a pas empêché de récidiver sur d'autres avant, avant ces petites filles. Hein. Mais oui, il y a forcément le doute. Et on te ramène à ta culpabilité de victime. Tu t'es laissé faire. Finalement, tu l'as bien voulu. Et puis, finalement, c'est pas si grave. Ce qui est dingue, c'est qu'ils vous envoient voir un psychologue en disant « Attendez, allez voir un psychologue parce qu'on voudrait être sûr quand même que c'est vrai, que c'est... » En fait, c'est le principe même d'une plainte. Souvent, j'entends ça va, c'est facile de porter plainte. En fait, ça n'a rien de facile. Parce que quand on porte plainte, surtout, mais c'est normal, il y a la présomption d'innocence. C'est évident qu'il faut chercher pour être sûr que la personne dise la vérité. C'est logique. Sauf qu'évidemment, c'est une vraie épreuve pour une victime de se confronter à des examens psychologiques, savoir si on n'affabule pas.
Ouais, c'est une épreuve Mais quand vous allez au considérable. commissariat, d'ailleurs c'est dans la pièce, hein, ils vous disent bah oui, on connaît, bien entendu, bien sûr, le mec. Bon, en fait, il y a toujours prescription, mais là, avec vous, il y a eu pénétration, donc on n'est plus dans un délit, on est dans un crime. La procédure peut commencer en tous les cas. Exactement. Voilà. 2 ans et demi plus tard, le fameux Gilbert prendra 10 ans. Oui. Il en fera 6. Hein. Ouais. Avec les remises de peine. Pourquoi il en fait que 6? Parce que c'est courant. Déjà, qu'il ait pris 10 ans, c'est un miracle. Hein. Ah ouais. Je peux m'estimer chanceuse si on peut utiliser ce terme-là. C'est quand même très rare. Là, j'ai un jeune garçon que je connais qui a 17 ans, qui a été violé de 10 à 17 ans par l'ami de la famille. Il a violé plein d'autres garçons. C'était un entraîneur de foot. Il a été condamné à 8 ans et il en a fait 4 et il sort aujourd'hui, quoi. Et dans le procès, le fameux Gilbert, il était dans le déni ou dans le repentir? Non, pas le repentir, certainement pas, mais il était dans l'irresponsabilité de ses actes. Oui, j'ai peut-être, effectivement, je me souviens, mais enfin, je ne suis pas vraiment sûre, et en même temps, c'était pour te faire du bien, parce que je t'aimais. Et bien voilà, on va regarder un extrait du spectacle qui parle du procès. Les chatouilles? Donc, c'était quoi les chatouilles, monsieur le président? C'était des petits rendez-vous comme ça, à droite à gauche, enfin bon, rien de plus, quoi. Et puis, il faut bien les forcer, les former. Les enfants. Parce que c'est jamais sur qui ils tombent après. Puis, je vais vous dire que la gamine, elle connaissait ce répertoire sur le bout des doigts, et elle aimait ça. Ah oui. Et tu aimais ça, Odette? Dis-le au monsieur, parce qu'il le sait pas. Dis-lui. Eh bien, Odette, il faut pas mentir, on est en cour d'assises. Non, elle le dit pas, mais elle aimait ça, hein. Ah non, monsieur le procureur, moi je l'ai jamais forcé, la gamine était muette comme une carpe. Non. Non, alors, monsieur le président, non, ce n'est pas vrai ça, monsieur le procureur. Ce n'est pas vrai, on ne peut pas forcer les gens, ni un adulte, ni un enfant, ce n'est pas vrai ça. Et puis je vais vous dire une chose, la gamine, c'est elle-même qui a levé la culotte, la gamine, alors. C'est moi le coupable, là? La chanson. C'est chaud, là. La chanson de Laura Pausini dans le spectacle. C'est pour ça qu'on est dans cet état-là. C'est très fort. En 2008, vous rencontrez le comédien Éric Métayer sur la scène de Rabbi Jacob. Vous allez faire 2 enfants avec lui. Oui. C'est pas mal. Et vous mettez à écrire les chatouilles. Oui. Fallait que ça sorte. Oui, et puis il me pousse à ça. Il me regardait différemment et il me regardait avec beaucoup d'admiration et c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment ressenti. Et il m'a vraiment aidé à poser les mots et il m'a poussé à écrire cette histoire. Et il m'a dit, il faut que tu en fasses quelque chose. C'est pas facile au début parce qu'un spectacle sur la pédophilie, c'est pas évident. Hein. Oui. Les gens se disent, ça va être lugubre. Oui, tout alors à fait, que votre spectacle est tout sauf lugubre. Et oui, et en même temps, nous, on aime rire dans la vie. Ouais, bien sûr, ça se voit. Et moi, ça m'a jamais empêché de rire. Enfin, je veux dire, des traumas, on en a tous à dépasser. Et celui-là, c'est le mien. Et c'est celui de plein d'enfants. Il y a 154 000 enfants qui sont violés chaque année. Donc je pense que bon. Combien chaque année? 154 000. Putain, laisse tomber. Il y a un enfant sur 5 qui est victime de violence sexuelle. Un enfant sur 5 qui est victime des attouchements et de violences sexuelles. Laisse tomber. Ouais. Et puis le bouche à oreille fonctionne. Ouais. Et en 2016, vous remportez le Molière du meilleur spectacle seul en scène pour Les Chatouilles. Ouais. Et voilà, on regarde. Et le Molière est attribué à Andrea Bescon. Je voulais juste dédier ce Molière à toutes les victimes de pédophilie parce que c'est de ça dont parle ce spectacle. Je voulais vous dire, vous les victimes, qu'il faut que vous marchiez la tête haute parce que vous avez survécu. Et c'est un bonheur d'avoir survécu à ça. Et en même temps, c'est un énorme combat journalier. Je voulais dire que tous les jours, à l'issue du spectacle, je rencontre des gens qui ne seront jamais reconnus en tant que victimes. Parce qu'en France, les pays des droits de l'homme, on aurait pu dire les droits de l'être humain, mais en fait, ce sont les pays des droits de l'homme parce que le lapsus fait sens. Il y a des hommes qui protègent la prescription et au moins 3 ou 4 fois par an sont présentés des textes de loi pour prescrire, pour enlever cette prescription sur la pédophilie. Et elle est
constamment refusée. On est dans un pays où des hommes protègent des hommes. Et je crois que ce n'est pas un luxe de protéger nos enfants, c'est un devoir. Et donc, je pense qu'il faut absolument qu'on se lève pour ce combat-là. Il y a beaucoup de gens qui le font, mais il faut qu'on se dresse contre ça parce que statistiquement, ce ne sont que des chiffres, mais c'est très important. C'est au moins 2 enfants par classe qui sont victimes de pédophilie. C'est un fait, c'est une réalité. Il faut se dresser contre ça. Et amener quelqu'un en cour d'assises, ce n'est pas pour le punir, c'est pour protéger les autres. Protégeons nos enfants. Merci beaucoup. Et voilà. Alors, ensuite, vous jouez au théâtre du Châtelet. Le spectacle va être adapté au cinéma avec Karine Viard et Clovis Cornillac. Le film sortira en septembre. Vous reviendrez, j'espère, avec Karine, que j'adore, et Clovis, qui va venir d'ailleurs bientôt. Au-delà de ça, vous vous battez pour l'allongement du délai de prescription qui a été rejeté par l'Assemblée nationale il y a 1 an. Oui, on espère que cette année, il va être prolongé. Bon, moi, je serais pour l'imprescriptibilité. Je pense qu'on aurait le droit toute sa vie de porter plainte contre son agresseur. Or, en France, c'est anticonstitutionnel et nos magistrats... Je ne sais pas, en fait, où est le blocage en France. Mais en tout cas, ça bloque considérablement et sur le délai de prescription et sur l'âge de non-consentement légal. Voilà, alors justement, il y a aussi le seuil du non-consentement sexuel que Marlène Schiappa veut fixer à 15 ans. Oui, je suis complètement d'accord avec Marlène Schiappa et d'ailleurs Emmanuel Macron qui s'est positionné en faveur de cet âge de non-consentement légal fixé à 15 ans. Nous, ce qu'on entend, c'est que les magistratures veulent 13 ans. Et en fait, 13 ans, tout ça, finalement, mettre un âge de non-consentement, bon, non, le problème, c'est surtout le libre arbitre des magistrats. Parce qu'en fait, ils font ce qu'ils veulent. Des lois, il y en a. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de coucher avec un enfant de 15 ans et moins, quand on est majeur. Il y en a. Il y a un article 225-27 du Code pénal qui le stipule. Mais eux, ils décident de trouver, au-delà de la contrainte, menace et surprise, une notion de consentement. Ils disent, finalement, l'enfant n'a pas formulé son refus, il ne s'est pas débattu, donc c'est qu'il a bien voulu avoir une relation sexuelle. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est une notion d'irréfragabilité. Mais j'entendais M. Marin, qui est le grand magistrat le plus haut placé, qui disait que non, c'est impossible parce que c'est anticonstitutionnel, que dans ce cas, il faudrait complètement changer l'état de droit. Mais en fait, changeons les choses. Bruno ? Je travaille sur ce sujet depuis presque 20 ans avec La Voix de l'enfant. Je suis très investi là-dedans. D'ailleurs, quand j'ai vu le spectacle d'Andrea, j'ai vu une salle, moi. J'ai senti plus que vu une salle dans laquelle j'étais, c'était au Petit Montparnasse, totalement bouleversée, totalement abasourdie. Et j'entendais, parce que pour avoir travaillé avec des victimes, beaucoup, depuis toutes ces années, etc., en avoir rencontré beaucoup, j'entendais dans la salle les victimes. Je les entendais, c'est-à-dire j'entendais que une personne sur 3 ou 4 dans cette salle-là était concernée par ce qui se disait. J'entendais les souffles retenus, j'entendais la sidération, j'entendais cette douleur et en même temps, cette joie d'entendre la parole se libérer aussi. Et donc, du coup, il y a une sorte d'exaltation prodigieuse qui se passe dans ce spectacle qui est, et je le dis en toute honnêteté, c'est sans aucun doute l'un des spectacles les plus fabuleux et les plus formidables que je n'ai jamais vu de ma vie, et aussi des plus utiles pour chacun d'entre nous, pour même prendre conscience de ce qu'est le problème. Donc, c'est au-delà de... On peut le voir où, le spectacle, en ce moment? On peut le voir au Théâtre Antoine le 12 février. On peut le voir partout, parce que je suis en tournée en France actuellement. Donc, il suffit d'aller sur la page Facebook des Chatouilles. Du coup, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Je m'étais endormie quand soudain, semblant graver le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi soir, avec Gérard, Isabelle, Bruno, Dany, Steve, Andrea et Laurent. Et voilà, je vous laisse avec le spectacle. Laurent Baffy est un sale gosse. Tout de suite
sur C8. Et voilà, merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. À demain. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.